Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Question simple. Est-ce que la hausse des taxes sur les carburants, prévue le 1er janvier, sera suspendue? Non, elle ne sera pas suspendue. Parce qu'on Pas ne de moratoire. suspend pas de moratoire, on ne suspend pas la transition écologique, la conversion du parc automobile français qui est nécessaire. Alors ça doit se faire en accompagnant les Français, parce que croyez-moi, j'étais dans le Gers ce week-end et j'en ai entendu des Français de la ruralité qui prennent leur voiture, qui peuvent pas faire autrement. Je pense à un de mes amis proches s'appelle William, il est agriculteur dans le Gers, je suis sûr qu'il nous écoute actuellement. Et j'entends déjà son coup de gueule en me disant, là quand même vous y allez un peu fort, nous on a du mal à se déplacer, on n'a pas d'autre choix que de prendre notre voiture, et le plein à la pompe, il a fortement augmenté. Mais la bonne solution, ça n'est pas de revenir en arrière sur cette transition, c'est de l'accompagner et de poursuivre cette transition. L'accompagner, c'est ce que nous faisons sur la prime à la conversion. Et je souhaite qu'elle augmente, cette prime à la conversion. Je souhaite qu'elle puisse toucher le plus grand nombre de véhicules possible, y compris les véhicules qui ne coûtent pas trop cher. Et c'est ce qu'on négocie avec les constructeurs. L'accompagner, c'est maintenir le crédit impôt à la transition énergétique, comme nous le faisons. L'accompagner, c'est des propositions des présidents de région. J'ai entendu des propositions de Xavier Bertrand sur ce sujet. Elles sont intéressantes. Mais nous ne devons pas renoncer à notre objectif, qui est d'avoir des transports moins polluants. On doit changer, et on doit changer maintenant. Bien, alors nous allons, très bien, ce préambule fait, nous allons entrer dans le détail. Donc, si j'ai bien compris, ces taxes sur le carburant, qui représente à peu près 60%, on est bien d'accord. Du coût du carburant. Ouais, du coût du carburant. Et d'ailleurs, d'autres que nous ont augmenté la TICPE dans le passé, mais ils avaient plus de chance. Le prix du baril avait baissé. Donc ça s'est moins vu, mais ils ont fait exactement la même politique. Imaginons un baril à 100 $, alors là c'est la catastrophe. Hein. Là, pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Non, mais le risque existe. De 70 $ le baril. Oui, le risque existe. Mais nous sommes là d'abord pour réussir cette transition écologique. Bon, alors, les taxes rapportent combien? D'ailleurs, Jean-Jacques Bourdin, j'observerai justement au passage que si on ne veut plus dépendre de cette augmentation des prix du baril en permanence, qui nous expose justement à des coûts pour les Français qui sont prohibitifs et des coûts pour notre économie qui sont prohibitifs, il faut accélérer cette transition écologique et accélérer notre indépendance par rapport aux énergies fossiles. Oui, alors là, je vais y revenir parce que là, on n'accélère pas toujours. Et on n'accélère pas toujours. Les taxes rapportent 37 milliards d'euros, on est bien d'accord, hein? Oui. 37 milliards d'euros, 17 milliards ça dépend, il y a de la TVA, il y a la TICPE, il y a différentes taxes. Tiens, à propos de la TVA, c'est-à-dire qu'on paie aussi de la TVA sur la taxe. C'est-à-dire qu'on paie de l'impôt sur l'impôt. Sur un litre d'essence. Mais quand même... Oui, non, c'est vrai pour n'importe quel produit de consommation. Mais l'essence n'est pas un produit de consommation miracle à part. Il paye la TVA comme n'importe quel autre produit de consommation. La TVA sur le litre d'essence est à 20%. Vous y rajoutez la TICPE et cette TICPE était différenciée jusqu'à présent entre l'essence et le diesel. Elle était moins élevée pour le diesel. Nous faisons la convergence de cette TICPE sur le diesel par rapport à l'essence parce que, tout simplement, il n'y a aucune raison de favoriser le diesel. Le diesel émet des particules fines, il est nocif pour la santé. Pourquoi est-ce qu'on subventionnerait un carburant qui est nocif pour la santé? Je rappelle au passage que tous les principaux candidats à l'élection présidentielle en 2017 avaient proposé cette convergence de la TICPE sur le diesel et sur l'essence. Preuve que ça devrait être un choix collectif et un choix assumé. Donc 17 milliards sur les 37 pour l'État, on est bien d'accord, à peu près, à peu près. 12 milliards pour les collectivités locales. On est bien d'accord. 1,5 milliard infrastructure transport et 7 milliards et demi pour la transition énergétique, c'est cela? Vous avez aujourd'hui, sur la TICPE, on va être très précis, 3,7 milliards de plus grâce à cette convergence entre la fiscalité du diesel et la fiscalité de l'essence. Ça, c'est le chiffre brut. 3,7 milliards qui sont dans la trajectoire budgétaire, donc dans les prévisions budgétaires de l'État. Nous aurons, grâce à cette convergence, 3,7 milliards de plus dans les caisses de l'État. Certains d'ailleurs au passage nous disent ça va être beaucoup plus que 3,7 milliards à cause de cette augmentation des prix de l'essence. Moi je suis tout à fait prêt à faire la transparence sur les recettes fiscales supplémentaires de TICPE que l'État aurait touchées en 2018. Ça, c'est l'un des vrais problèmes, la transparence. Et vous n'avez pas expliqué à quoi servait l'argent de la taxe. C'est pour cela que je vous le dis, Jean-Jacques Bourdin. S'il y a des interrogations chez les Français qui se disent « Mais est-ce que vous n'avez pas touché beaucoup plus que ces 3,7 milliards ?» Je suis prêt à faire la transparence sur les recettes fiscales supplémentaires de TICPE
en 2018 pour que tous les Français sachent exactement ce qui est rentré dans les caisses de l'État. Ensuite, qu'est-ce qu'on finance avec ça? On finance la prime à la conversion. On est prêt à l'augmenter. Nous finançons les crédits impôts à transition écologique. On l'a étendu, par exemple, à la dépose des cuves à fioul. C'est-à-dire que si vous changez votre cuve à fioul, vous avez maintenant un crédit d'impôt. Il est financé notamment par ces 3,7 milliards. Donc ne croyons pas que ces 3,7 milliards, ils vont direct dans la poche de l'État. Ils sont là aussi pour favoriser la transition écologique de la France, qui est indispensable. Bon, alors, je vais revenir sur la transition écologique. Mais qu'il y ait besoin de plus de transparence, vous avez insisté là-dessus. Mais oui, je suis tout à fait d'accord, et je le redis. D'ailleurs, nous ferons la transparence sur ces recettes fiscales de TICPE. Vous m'avez dit 3,7 milliards, on est bien d'accord sur 37 milliards. Sur 37 milliards. Parce qu'il y a la TVA, parce qu'il y a d'autres fiscalités, mais aujourd'hui la fiscalité... Il est dommage d'ailleurs que tout cet argent des taxes n'aille pas à la conversion écologique. Mais François de Rugy vous dirait qu'il a un budget de 34 milliards d'euros, nous consacrons 1 milliard d'euros de plus l'année prochaine à cette transition écologique. On peut toujours faire mieux, j'en suis le premier convaincu. Mais reconnaissons qu'il y a un effort fait par l'État pour accompagner les Français, pour leur permettre d'avoir des véhicules moins polluants, pour leur permettre d'aménager leur domicile, leur maison, de façon à ce qu'elles consomment moins d'énergie, qui est un effort puissant. Oui. Oui ou non, j'ai une question. Je vais y venir. Les primes à la conversion, je vais y venir. J'ai besoin de précision. Mais oui ou non, faut-il organiser la sortie... Toutes les précisions possibles. J'imagine. Faut-il organiser la sortie des énergies fossiles? Oui ou non? Bien sûr, oui. Oui, il faut organiser la sortie des énergies fossiles. C'est l'objectif de long terme. C'est-à-dire qu'il faut être le moins dépendant possible d'une énergie. Total qui veut forer au large de la Guyane, et pour aller chercher du pétrole, c'est totalement je vous dis que inapproprié. À long terme, nous devons être le plus indépendant possible par rapport à ces énergies fossiles. Parce que ces débats, c'est quasiment des débats qu'on avait aussi dans les années 70, quand on a eu le choc pétrolier, on s'est aperçu que notre indépendance était menacée par l'augmentation très puissante du coût du pétrole. Est-ce que vous allez suspendre ce programme de Total? Est-ce que vous allez suspendre ce programme? Mais c'est pas ce qui est prévu. Laissons les compagnies qui ont déjà des contrats, qui sont en cours, qui travaillent dans le fossile, laissons-les continuer à forer. Tous les nouveaux contrats de forage, nous les avons suspendus, donc nous avons pris des décisions dans ce sens-là, mais l'objectif de long terme, l'objectif de long terme, pas celui-là, c'est pas ce qui est prévu, mais sur le long terme, on va aller forer. Nous allons nous séparer des énergies fossiles. C'est l'objectif de long terme. On est le moins dépendant possible. Je referme la parenthèse. Au large de la Guyane, près de récifs coralliens, nous irons forer. Mais je ne veux pas vous donner une réponse définitive sur ce sujet. Vous me le signalez, je le regarderai de près. Vous le connaissez. Mais l'objectif, je le connais, l'objectif de long terme, c'est bien d'être indépendant le plus possible par rapport aux énergies fossiles. Non, mais parce qu'on a souvent un double discours. Franchement, je vous paie pas vous en cause, je mets tous les responsables politiques sur les questions écologiques. On a un double discours. D'un côté, on dit qu'il faut absolument assurer la transition, et de l'autre, on ne l'assure pas vraiment, la transition. Nous, non seulement nous n'avons pas un double discours, Jean-Jacques Bourdin. Si, là, sur Total, par exemple, sur ce forage, vous avez un double discours. Nous prenons des décisions. Nous avons décidé de fermer toutes les centrales au charbon. C'est pas un double discours, c'est des décisions. Nous disons qu'il faut que les Français dépensent moins et dépendent moins des carburants fossiles, essence ou diesel. C'est pas des discours, c'est des décisions, c'est la prime à la conversion, c'est le soutien aux véhicules électriques, c'est le soutien aux véhicules hybrides rechargeables. Ce sont également des décisions. Nous disons qu'il faut que nous consommions moins pour le chauffage et pour les maisons individuelles. Donc nous mettons en place ce crédit impôt transition énergétique, nous le poursuivons alors qu'il devait être maintenu pour permettre à tous les ménages français de faire les travaux d'aménagement dans les meilleures conditions possibles. Donc il y a derrière beaucoup de décisions, et justement pas le double discours que j'entends chez certains qui vous expliquent que c'est absolument catastrophique, qu'il faut revenir en arrière et qu'on pénalise trop les Français. Ça, c'est le double discours. Nous avons qu'un seul discours et une volonté: accélérer la transition énergétique de la France. Oui, prime à la conversion, donc destinée à aider les automobilistes à choisir un véhicule plus propre, on est bien d'accord. C'est 2500 € jusqu'à 2500 €, on est bien d'accord. Jusqu'à 2500 €. Je rappelle que c'est doublé pour les ménages qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. C'est 1000 € pour ceux qui sont soumis à l'impôt sur le revenu, 2000 € pour les ménages qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Ça touche principalement les foyers les plus modestes, ça touche principalement les gens qui sont en dehors de l'Île-de-France, et ça marche tellement bien. Encore faut-il avoir les moyens
moyen de changer sa voiture, son véhicule, Bruno Le Maire. 250 000 en 2018, et je pense que nous dépasserons largement l'objectif des 500 000 véhicules qui était l'objectif fixé pour le quinquennat. Et si jamais nous dépassons ces 500 000, eh bien, il faudra trouver les moyens nécessaires pour que nous puissions continuer à accompagner cette conversion. Alors, on peut pas me dire, c'est pas possible pour les gens, ils n'y arrivent pas, et en même temps, quand on voit les chiffres, voir que ça marche encore mieux que ce qu'on avait prévu. Mais Bruno Le Maire. La réalité, c'est que si on accompagne les Français, ils sont prêts à cette conversion écologique. Ils la veulent. Ils veulent avoir un environnement plus propre, des transports moins polluants et des véhicules qui soient les moins polluants possibles. Alors, si les Français sont prêts, si j'ai bien compris, la colère du 17 novembre est irrationnelle. Elle est irrationnelle à vos yeux? Mais elle n'est pas irrationnelle. Elle est quoi alors? Mais la personne qui est obligée chaque matin de prendre son véhicule, je le vois dans ma circonscription de l'Eure, et qui fait 80 km aller-retour, et qui va... Mais nous sommes tous des automobilistes, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Nous sommes tous des automobilistes. Que... Moi, quand j'entends certains nous dire qu'on est tous à l'arrière de notre voiture avec notre chauffeur, moi j'étais dans le Gers. J'étais dans le Gers ce week-end. Je le paye mon plein. Et je sais que dans ma 5008 essence, parce que j'ai changé de véhicule, j'avais une 5008 diesel, je suis passé à 5008 essence, justement parce que je ne voulais pas un véhicule qui émet trop de particules fines. Et je vois bien que le plein de ma 5008 essence, qui représente environ 50 litres, avant c'était 68, 69, 70 euros. Maintenant, je frôle les 80 euros. Et quand je me transporte avec ma famille et que je vais à la pompe, surtout c'est sur une aire d'autoroute où l'essence est plus chère, je m'aperçois bien que ça coûte cher. Mais ce que je vois aussi, c'est que si on offre la possibilité aux Français de changer de véhicule et qu'on fait attention à ce que ce soit des véhicules pas trop chers, l'hybride rechargeable restera encore trop cher. Il faut que ce soit des véhicules d'occasion aussi. Il faut que ce soit des véhicules de petite cylindrée. Est-ce que ce soit des petits véhicules qui ne coûtent pas cher pour que ce soit accessible au plus grand nombre de Français possible. Ça j'ai compris, mais vous avez réuni. Nous sommes tous des automobilistes. Les Français aiment la voiture. Et j'aime la voiture. Mais vous avez réuni les constructeurs français et étrangers, vous leur demandez d'abonder les aides offertes par l'État. J'avais un représentant des constructeurs, c'était le représentant des constructeurs français, vendredi matin sur l'antenne RMC, qui m'a dit on va au moins doubler. Sur certains modèles, on doublera. Oui, mais ça ne... Doubler, c'est ce que vous leur demandez? Ça ne me suffit pas. Qu'est-ce que vous leur demandez ce matin? Vous me demandez des détails et des précisions. Oui, vous avez raison. Le diable est dans les détails. Oui. Si on double la prime à la conversion uniquement pour les véhicules hybrides rechargeables, quand vous prenez Peugeot qui va lancer une formidable gamme d'hybrides rechargeables, notamment sur le véhicule 3008 et sur le véhicule 508. Mais c'est des véhicules qui sont très chers. Ça va débarrer environ à 23 000, 25 000 euros. C'est beaucoup trop cher. Donc d'abord, je veux qu'il y ait l'occasion qui puisse être dedans. Parce que ça, c'est plus accessible. Et l'occasion sera dedans. Les constructeurs vous en disent oui. Ils m'ont pas encore dit oui, mais je négocie justement, c'est l'objet de notre négociation. Je veux pas qu'il y ait uniquement les véhicules neufs, parce que la prime à la conversion, c'est pas uniquement pour lancer les nouveaux modèles des constructeurs automobiles, c'est surtout pour accompagner les Français. Donc ça doit concerner aussi les véhicules d'occasion, et puis je souhaite que ça puisse concerner des véhicules de très petite cylindrée, y compris à moteur thermique, qui polluent moins que d'autres véhicules, parce que ça c'est ce qui est le plus accessible pour les Français. Et que pour beaucoup de Français, je sais que l'hybride rechargeable ou l'électrique, soit ça convient pas à leurs besoins de déplacement, soit ça restera trop cher. C'est la négociation que je conduis aujourd'hui avec les constructeurs. Alors, j'ai une question toute simple. Vous y avez partiellement répondu tout à l'heure. En fait, cet argent des taxes, ça sert à équilibrer le budget de l'État. Franchement, Bruno Le Maire, oui, ça sert à équilibrer le budget de l'État, l'argent des taxes sur les carburants. L'argent de la TICPE, l'argent de la TVA sur les carburants. C'est ce qui nous permet de financer toutes les mesures nouvelles que nous avons prises pour la transition écologique. Et je vous redonne cet exemple. Je vous redonne cet exemple. Je vais vous dire, le débat devant lequel nous allons nous trouver très rapidement, c'est que nous allons dépasser très rapidement les 250 000 véhicules qui vont bénéficier de la prime à la conversion. Puisque ça marche beaucoup mieux que prévu. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête alors que c'est un dispositif qui marche ou on continue? Moi, je souhaite qu'on puisse maintenir la prime à la conversion, aller plus vite si possible, toucher un plus grand nombre de véhicules, c'est la négociation que j'ai aujourd'hui avec les constructeurs automobiles, et maintenir cette prime dans le temps. Il faudra bien la financer, cette prime à la conversion. Comment voulez-vous la financer si vous suspendez, le produit de la fiscalité? Non mais on est d'accord. Bien, Bruno Le Maire, vous me parlez beaucoup de conversion écologique, hein, beaucoup. Les renouvelables. Oui, parce que j'y crois. Est-ce qu'on parle beaucoup? Et que je pense que c'est indispensable. L'énergie renouvelable, Bruno Le Maire. On a pris un retard considérable en France. On ne tiendra pas nos objectifs. On est bien d'accord. On a pris du retard, mais ce retard, nous voulons le combler.
C'est bien pour ça que nous n'allons pas changer de politique. 32% des renouvelables en 2030, hein, c'est l'objectif. C'est l'objectif, mais... Que nous n'atteindrons pas. Comment est-ce que l'on peut accélérer cet objectif ? Justement, en maintenant une politique continue et constante. Ensuite, en développant de nouvelles énergies renouvelables. Je pense en particulier à l'éolien offshore. Regardez, le Premier ministre a annoncé il y a quelques mois que nous allions ouvrir 6 champs éoliens offshore, en ayant renégocié les tarifs pour que ça ne coûte pas trop cher aux contribuables. Parce que les énergies renouvelables, c'est très bien, il faut accélérer leur redéploiement. Ça coûte de moins en moins cher. Et ça coûte de moins en moins cher. Et faisons très attention à ce qu'on ne fasse pas exploser le prix de l'électricité pour les Français. Parce que c'est bien ça l'équilibre qu'il faut trouver. Déployer des énergies renouvelables, accélérer ce déploiement, mais que sur la facture d'électricité des Français, nous gardions une électricité qui soit en tête dans peu les années chère 70. pour les ménages français et peu chère pour les entreprises, parce que c'est un atout de compétitivité majeur de nos entreprises. Alors on attend la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est pour quand ? Quelques semaines, quelques mois. Encore un peu de patience. Quelques mois. Disons quelques semaines. Quelques semaines. Je vous rassure. Bon, vous souhaitez... On y travaille beaucoup en tout cas. Oui, avec oui, le Premier ça ministre, j'imagine. avec le président de la République, avec François de Rugy. Vous souhaitez le maintien d'une filière nucléaire compétitive. Oui, je vous le redis. Je pense que c'est vous l'avez dit essentiel. Ici. Oui, c'est essentiel. Bon, ça veut dire quoi, ça, le maintien ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on ne ferme pas de réacteurs ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on ne s'interdit pas de construire de nouveaux EPR ? Ça veut dire une première chose qu'on oublie trop souvent. Oui. Ça veut dire le maintien des compétences. Parce qu'aujourd'hui, quand vous cherchez un soudeur dans le domaine nucléaire ou un chaudronnier, vous avez du mal à le trouver. Quand vous regardez les filières de formation, il n'y a quasiment aucun jeune qui veut s'engager là-dedans parce qu'ils disent le nucléaire, ça va disparaître. Donc la première urgence, c'est de relancer les filières de formation dans le secteur nucléaire pour qu'on garde un savoir-faire, un niveau de compétence de niveau mondial au plus haut niveau. Ça, c'est la première urgence. La deuxième, si on veut maintenir une filière nucléaire, c'est effectivement ne pas fermer un nombre trop important de réacteurs avant leur fameuse visite décennale. Moi, c'est ma position, chacun le sait. Je pense qu'à partir du moment où une énergie compétitive et des réacteurs qui sont efficaces, il faut tout simplement amortir ces réacteurs. Après, chacun prendra position. Sauf que l'argent consacré au nucléaire n'est pas consacré aux renouvelables. Hein, on est bien d'accord. Et notamment... Mais Jean-Jacques Bourdin, c'est pas de l'argent que l'on consacre, c'est des réacteurs qui fonctionnent, dont l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, doit évidemment nous garantir la sûreté. Mais si l'ASN nous garantit la sûreté de ces réacteurs, moi, ma position de ministre de l'économie et des finances, c'est qu'il ne serait pas responsable de multiplier les fermetures de réacteurs quand ces réacteurs sont sûrs et qui nous garantissent une énergie faiblement carbonée, je le rappelle, et un coût qui est très compétitif. Et puis, la troisième condition, après la formation et la question des réacteurs qui sont déjà en fonction, c'est de savoir ce qu'on fait sur l'EPR. Là, la sagesse demande d'attendre, de voir quel sera le résultat de l'EPR de Flamanville, qui est le premier EPR qui va être développé en France. Donc une décision définitive, pour moi, ne peut pas être prise avant que l'EPR de Flamanville n'ait apporté la preuve de son 2021. Pas avant début 2019. Donc voilà, pour moi, ce qui permettra de garantir une filière nucléaire compétitive qui est un atout pour le pays. Oui, 11 milliards au lieu de 3. Je le rappelle, Flamanville, 11 milliards d'euros au lieu de 3. Bon, j'ai un mot sur parce qu'aujourd'hui, c'est à Bruxelles, une réunion importante sur les GAFA. Et la taxation du chiffre d'affaires des GAFA. Où est-ce que vous en êtes ? Je crois que l'Allemagne rechigne toujours. Vous avez eu le ministre allemand, là, hier, avant-hier. On a une grande discussion avec le ministre des Finances allemand. Et nous sommes décidés à trouver une solution ensemble. Aujourd'hui, nous n'avons pas de solution, soyons très clairs, entre l'Allemagne et la France. Nous n'avons pas encore trouvé le point d'atterrissage qui permettrait d'avoir une décision d'ici décembre. Nous voulons, et le président de la République l'a dit à plusieurs reprises, une taxation décidée en décembre, sur la base d'un texte formel qui prévoit exactement comment est-ce qu'on taxera les Google, Amazon et Facebook, avec une entrée en vigueur dont la date peut être décidée ultérieurement. Ce qui compte pour nous, c'est que la décision soit prise fin décembre. Aujourd'hui, mon homologue allemand Olaf Scholz n'est pas en mesure de m'apporter une réponse positive sur cette position. Qu'est-ce que nous avons décidé de faire ? L'Allemagne, pour le moment, dit non. L'Allemagne, pour le moment, dit non. Mais l'Allemagne me dit également, nous allons continuer à travailler. Nous allons utiliser toutes les prochaines semaines. Nous voulons un accord avec la France sur ce sujet.
Voilà ce que m'a dit, mot pour mot, mon homologue allemand, ministre des Finances, Olaf Scholz. Et je pense que c'est un signal positif que d'avoir une Allemagne qui a des difficultés techniques sur lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui est prête à se battre dans les semaines qui viennent pour que début décembre, à la prochaine réunion des ministres des Finances, avant le Conseil européen de décembre, nous ayons un accord franco-allemand sur ce sujet. Je suis persuadé qu'on va y parvenir. Merci Bruno Le Maire d'être venu nous voir. 8h54 RMC et BFM TV.